Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir, d'avoir répondu à notre invitation. Je suis Mathilde Dupré, je suis co-directrice de l'Institut Veblen et nous co-organisons cette soirée avec l'Association pour un réveil écologique. Et donc nous animerons cette soirée à deux. On est très heureux de vous recevoir pour cette dernière soirée de l'année 2024 à l'Académie du Climat en ce qui nous concerne. Peut-être deux mots sur l'Institut Veblen. Donc, nous sommes un think tank non partisan et on travaille sur les enjeux économiques de la transition écologique et sociale. Et donc, on a été créé il y a une quinzaine d'années. On a plusieurs grands programmes de travail. On a beaucoup travaillé sur les indicateurs de richesse, sur la régulation financière, la politique monétaire. Et on a monté depuis 2015 un programme qui cherche à regarder quelles peuvent être les réformes de la politique commerciale européenne pour être alignées avec nos engagements internationaux en matière environnementaux notamment. Et parmi les choses qu'on fait, on édite une revue qui s'appelle L'économie politique avec Alternative économique et dont je me permets de vous recommander le dernier numéro qui s'appelle Du champ à l'assiette, un modèle verrouillé, qui faisait l'objet de la dernière soirée à laquelle peut-être certains d'entre vous ont participé. Et je donne tout de suite la parole à Marine. Oui, c'est bon. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc moi c'est Marine Leland. Je suis effectivement membre du collectif pour un réveil écologique et donc on co-anime ce cycle de conférences. Donc très rapidement, peut-être pour présenter le collectif pour un réveil écologique. Donc c'est un collectif qui a été créé en 2018 à l'issue d'un manifeste pour un réveil écologique. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont signé ce manifeste qui a récolté plus de 32 000 signatures auprès d'étudiants et d'étudiantes, principalement de grandes écoles, et qui voulait dénoncer en fait l'inaction des pouvoirs publics et des entreprises face au changement climatique. Et donc on s'est constitué en tant que collectif à la suite de ce manifeste. Et aujourd'hui, on travaille sur deux grands axes. D'un côté, on aide et on participe à accélérer la transition des grandes entreprises. Et on a également fait plusieurs travaux sur l'emploi dans la transition écologique. Et de l'autre côté, on pousse pour que tous les étudiants et les étudiantes soient formés aux enjeux de la transition socio-écologique. Donc on travaille beaucoup avec les établissements d'enseignement supérieur. Donc voilà, ça fait 6 ans qu'on existe et on a fait plusieurs gros projets. Et on a aussi eu quelques coups de com' qui nous ont permis d'être assez visibles, notamment la campagne du GIEC dans le métro. Je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, on avait mis des grandes affiches pour sensibiliser et encourager les gens à aller voir justement ces synthèses du GIEC et les rendre plus visibles à un moment où l'attention médiatique était portée sur d'autres enjeux. Donc voilà, ravie de pouvoir participer à cette table ronde, peut-être donc pour présenter les intervenants. Donc on a la chance aujourd'hui pour parler du sujet de l'accord du Mercosur, d'avoir avec nous 4 intervenantes et intervenants qui sont experts sur le sujet et qui vont pouvoir vraiment aborder une vision vraiment à 360 de cet accord. Donc on a tout d'abord Anne-Cécile Suzanne, donc, qui est agricultrice dans le Perche et consultante en stratégie chez Kea. Marine Collin, vous êtes donc consultante. Excusez-moi. Vous êtes consultante et spécialiste des politiques publiques agricoles. Boris Patente-Roger, vous êtes donc directeur de France de Mighty Earth et président de l'association Envol Vert, notamment sur les sujets de déforestation. Et enfin, Loïc Kervran, vous êtes député de la 3e circonscription du Cher. Donc, bienvenue à tous les 4. Je vais peut-être laisser Mathilde faire une rapide présentation de l'accord. Voilà, on ne pouvait pas être plus dans l'actualité que ce soir, puisque en fait, après les élections européennes, il y a à nouveau eu une grande offensive de tous les pays les plus favorables à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et le Mercosur pour qu'il soit conclu d'ici la fin de l'année. Et donc, il y avait 2 fenêtres d'opportunité politique qui avaient été identifiées. Le sommet du G20 au Brésil, qui a eu lieu les 18 et 19 novembre dernier. Les choses n'étaient pas prêtes à ce moment-là, mais il y avait une session de rattrapage qui est le sommet des États du Mercosur qui se déroule demain et après-demain à Montevideo. Et donc, aux dernières nouvelles, il est tout à fait probable que Ursula von der Leyen ait fait le déplacement à Montevideo pour faire l'annonce politique de l'atteinte au moins d'un accord politique sur la conclusion de cet accord. Donc voilà, c'était un peu le feuilleton depuis quelques jours. On ne savait pas exactement ce qui lancerait, mais a priori, c'est ça les dernières nouvelles.
Donc je voulais juste revenir pour vous sur quelques grands éléments de cadrage sur l'accord avant de lancer la discussion sur différents volets. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, on parle d'un accord avec les pays du Mercosur. Donc les pays membres du Mercosur sont le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay. Il y avait aussi le Venezuela, mais qui est suspendu depuis 2016. Et il y a un pays qui est en train de rejoindre le Mercosur, qui est la Bolivie, donc qui n'a pas participé aux négociations, mais qui pourrait a priori être aussi membre de ce grand accord. C'est un accord qui est un accord d'association, donc qui comporte un volet commercial, un volet libre-échange et un volet politique et de coopération. C'est pour cette raison-là que normalement, c'est un accord qui doit être validé à l'unanimité au sein du Conseil et donc par l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, au sein du Parlement européen, la majorité, et ensuite dans chacun des États membres de l'Union européenne. On aura l'occasion d'en reparler, puisque depuis quelques années, la Commission européenne est tentée, comme elle a beaucoup de mal à faire ratifier ces accords de commerce de cette façon-là, de découper les textes pour qu'il n'y ait plus besoin d'une unanimité au Conseil et qu'on puisse aussi se passer de la ratification dans les États membres. Et donc, c'est un des paramètres en discussion sur les prochaines étapes politiques. Je voulais aussi vous dire qu'on échange déjà beaucoup avec cette région du monde. Là, c'est une infographie qui porte sur les échanges en 2023. Donc, on n'a pas attendu d'avoir un accord de libre-échange avec cette région du monde pour avoir de très nombreux échanges. Notamment, nous, on importe beaucoup de produits agricoles, puisque le Brésil est le deuxième importateur de produits agricoles dans l'Union européenne. Et tous ces pays sont des pays agro-exportateurs, donc avec un profil très, très fort sur ces sujets-là, mais aussi du pétrole, mais aussi des matières premières, puisqu'ils sont aussi, pour certains, détenteurs de ressources dans le sous-sol stratégique pour l'Union européenne. Et nous, on exporte aussi déjà beaucoup vers la région de produits notamment industriels, donc automobiles, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, etc. C'est un processus de négociation qui a duré 25 ans, puisque les négociations ont été lancées en 1999 sur un mandat de négociation qui a été tenu secret. Et donc, il a été fuité et donc mis dans le domaine public par des ONG, mais c'était la pratique de l'Union européenne que de ne pas rendre publiques les lignes de négociation qui étaient les siennes. Il y a eu des périodes de pause et puis des périodes de réactivation des discussions. C'est vraiment en 2018-2019 que les discussions avaient repris. Et donc, il y avait un accord politique de principe qui avait été annoncé en juin 2019. D'ailleurs, la commission d'experts indépendants nommée par le gouvernement avait un peu dit que la nomination d'Emmanuel Macron avait facilité cet accord politique à ce moment-là parce qu'il y était au départ plutôt favorable. Mais dès l'été 2019, il y a eu un retournement complet de situation avec à la fois un été avec des incendies records dans les pays du Mercosur, avec aussi une politique menée par le gouvernement Bolsonaro qui était à ce moment-là absolument désastreuse sur le plan environnemental et où il piétinait un certain nombre d'engagements du Brésil au niveau international sur ce volet environnemental. Et donc beaucoup de pays de l'Union européenne, la France, mais pas seulement, qui avaient exprimé de fortes réserves sur cet accord. Et depuis, il a été mis en quelque sorte au frigo, puisqu'on a plus négocié sur le contenu de l'accord. La seule chose sur laquelle on continuait à avoir lieu des discussions, c'est sur un instrument additionnel à côté, qui est là aussi une façon que la Commission européenne a d'essayer d'apaiser les réticences des États membres. Elle l'a fait sur le CETA, donc l'accord UE-Canada, pour notamment répondre aux objections qui avaient été soulevées par la Wallonie en 2016. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer, mais qui est très secret, dont on ne connaît pas très bien le contenu non plus. Et si on prend très rapidement et à gros traits quels sont les grands éléments du contenu de cet accord, on résume parfois le fait que c'est un accord viande contre voiture, ce qui est évidemment très, très résumé et pas tout à fait juste, mais ceci dit, ça traduit quand même quels sont les intérêts offensifs des deux grandes parties.
puisque côté de l'Union européenne, les avantages de l'accord qui sont mis en avant, c'est effectivement les baisses de droits de douane dans plusieurs secteurs industriels, donc automobile, pharmaceutique, chimie et machines, équipements. C'est aussi l'accès au marché public accru qui serait permis par cet accord. Et dans l'agriculture, c'est des baisses de droits de douane, notamment sur la partie vin et spiritueux et fromage. Et puis la reconnaissance d'indications géographiques protégées dans le cadre de l'accord. Et côté Mercosur, il y a eu en fait des concessions sur les avantages du Mercosur et l'accès au marché européen sur ces produits pour lesquels le Mercosur a un avantage. Donc c'est 99 000 tonnes de viande bovine à droit réduit, c'est 180 000 tonnes de volaille à droit nul, c'est aussi de l'éthanol, du sucre, du riz, du miel, etc. Donc voilà, à très gros traits, le contenu de l'accord. Et moi, je m'arrête là. Et donc, on avait prévu d'essayer de parler de cet accord-là un peu en 3 temps. D'abord sur les questions agricoles, justement, puis sur les questions un peu plus environnementales, et ensuite sur les discussions politiques en cours et les perspectives. Donc effectivement, peut-être pour commencer et lancer la discussion, on peut revenir sur la mobilisation agricole actuelle. On voit que quelques mois seulement après les grandes mobilisations agricoles du début de l'année 2024, le mouvement a aujourd'hui repris avec au cœur des mobilisations l'appel à rejeter cet accord du Mercosur. Peut-être Anne-Cécile, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, alors les mobilisations agricoles finalement se répètent. On en avait en janvier, on en a à cette fin d'année, à mon avis on en aura d'autres, pour une question essentielle qui est celle du revenu. On peut avoir plein de causes périphériques, mais finalement la cause essentielle est celle-ci. On a des revenus agricoles qui sont très aléatoires et qui globalement, si on regarde les filières, sont insuffisants. Alors après, il y a des filières qui se portent mieux que d'autres, mais on a un vrai sujet, notamment sur l'élevage. Donc, sujet qui est très touché par ces aspects de traités commerciaux et du Mercosur. Donc pourquoi le Mercosur émerge en fait dans les manifestations actuelles ? Parce qu'en fait, c'est l'incarnation de traités commerciaux qui ne vont pas tenir compte en fait des normes et de l'ensemble des conditions de production imposées aux agriculteurs européens et en particulier français. Et de ce fait-là, c'est un traité qui participe à la dégradation du revenu agricole parce qu'il met en concurrence une production nationale qui répond à des normes de production élevées avec une autre production qui ne respecte pas ces mêmes normes. Donc c'est vraiment pour moi, en tout cas, le sujet du Mercosur dans le cadre des manifestations est très lié à ce sujet du revenu agricole. Mais justement, comme le mentionnait Mathilde tout à l'heure, on voit en fait et on constate qu'on importe en réalité déjà beaucoup de denrées agricoles du Mercosur. Donc peut-être la question de qu'est-ce que concrètement changerait cette ratification à l'accord, Marine ? Oui, déjà, merci de rappeler, parce que c'est important qu'on importe déjà ces produits. On fait un peu mine de découvrir avec cet accord avec le Mercosur que nos choix en matière de politique commerciale génèrent de la concurrence déloyale pour nos agriculteurs d'une part, et sont complètement incompatibles avec nos autres choix de société et nos engagements pris, notamment en matière de protection de l'environnement et de la santé. Et moi, je rappelle souvent 2 chiffres. Avant l'accord avec le Mercosur, on importe déjà près de 900 000 tonnes de viande de volaille par an au sein de l'Union européenne. Et l'Union européenne est la championne du monde de l'importation de maïs avec plus de 20 millions de tonnes importées chaque année. Et ce maïs, ce poulet ne viennent pas que des pays du Mercosur. Alors je dis absolument pas ça pour minimiser les effets de l'accord. Les effets de l'accord, en fait, c'est plutôt simple à expliquer. Ils vont générer encore plus de concurrence parce qu'encore plus de produits de viande, de céréales vont arriver sur le marché européen à des prix encore plus bas parce que détaxés ou bénéficiant de droits de douane réduits. Et donc c'est ce que disait Anne-Cécile, plus ces produits arriveront en quantité sur ce marché, plus leur coût de production et le prix de ces produits va faire foi sur notre propre marché et du coup générer de la baisse de revenus pour nos éleveurs. Sur le seul exemple de la viande bovine, parce qu'il y a beaucoup de débats sur le fait que le quota qu'on accorde de moins de 100 000 tonnes ne représenterait que 1,6% de la production totale de l'Union européenne. Donc c'est quoi 1,6%? On oublie d'ailleurs le fait qu'on demande en même temps aux consommateurs européens de réduire leur consommation de viande. Donc déjà, ça n'a pas beaucoup de sens d'en importer. Mais en tout cas, ce ratio-là n'a absolument aucun sens quand on sait que les Brésiliens, comme nos autres partenaires commerciaux, ne nous envoient pas des carcasses
des carcasses entières de bovins. Ils nous envoient certains morceaux simplement, les muscles qu'on appelle dalloyaux, donc ce sont les filets, les faux filets, les rumsteaks, et que ce segment de marché-là, il n'est évalué qu'à 400 000 tonnes au niveau de l'Union européenne. Donc le ratio de 100 000 tonnes, il faut bien le regarder il faut bien l'évaluer au regard du segment sur lequel il arrive. Donc déjà, on voit que les impacts pourront demain être beaucoup plus importants que ce que certains voudraient laisser entendre. Mais donc, on voit bien en fait ici là qu'il y a vraiment des enjeux de divergence au niveau réglementaire. Et peut-être si on élargit au-delà de l'accord du Mercosur, est-ce que ces enjeux de divergence réglementaire existent déjà dans d'autres accords commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde? Et comment est-ce que c'est traité généralement? Alors, ils existent non seulement dans le cadre d'accords commerciaux, mais pas uniquement. Les 900 000 tonnes de viande de volaille dont je vous parlais, elles sont issues de poulets qui, par exemple, sont traités avec des antibiotiques qui sont utilisés comme activateurs de croissance. C'est une pratique qui est interdite depuis 2006 au sein de l'Union européenne parce qu'il a été très largement démontré qu'elle contribue à aggraver l'antibiorésistance, non seulement en santé animale, mais aussi en santé humaine. Et ça, c'est un problème de santé publique qui est vraiment pris au sérieux à l'échelle internationale. L'Académie nationale de pharmacie a évalué à 1 million de vies, 1 million de décès à l'échelle de la planète générés par ce phénomène d'antibiorésistance. Donc, on n'a pas besoin d'un accord de libre-échange pour importer déjà ces produits. En revanche, avec l'accord de libre-échange, on vient importer de manière encore plus forte et on rend ces produits encore plus compétitifs. Donc, on vient stimuler économiquement ces systèmes qui pratiquent qui ont des pratiques qui sont interdites chez nous. Si je prends un autre exemple dans le secteur végétal, je vous disais qu'on était les champions du monde de l'importation de maïs. Le maïs qu'on importe déjà depuis le Brésil ou d'ailleurs, il est traité avec des pesticides qu'on interdit chez nous depuis plus de 20 ans. Il y a une étude qui a été faite sur le sujet qui démontre que 80% des pesticides qui sont utilisés sur le maïs au Brésil sont strictement interdits chez nous. Moi, je cite souvent l'exemple de l'atrazine. L'atrazine, c'est un herbicide qui a été classé toxique pour la santé et pour l'environnement et qu'on a interdit en France depuis 2003. Donc voilà, ces distorsions de normes, elles sont là depuis bien longtemps. C'est évidemment pas avec des accords de libre-échange qu'on va les régler. Il y a d'autres moyens de le faire. C'est le chantier des mesures miroirs qui avance péniblement, parce que souvent impacté par ce type de négociation commerciale. Mais c'est possible, c'est pas une vue de l'esprit, les mesures miroirs. En fait, on le fait déjà depuis bien longtemps, là encore. Depuis 1988, par exemple, l'Union européenne a décidé d'interdire ces importations de bœuf aux hormones. Et pour appliquer cette mesure miroir, elle impose aux producteurs des pays tiers d'apporter la garantie qu'ils n'utilisent pas ces hormones dans leurs élevages. Alors, il y a plein de choses à dire sur la manière dont c'est contrôlé, mais en tout cas, on sait le faire. Et ça veut dire qu'on peut tout à fait le faire sur d'autres normes de production qu'on juge importantes pour protéger la santé et l'environnement. Justement, sur ce sujet-là, il y avait des engagements à refermer certaines de ces divergences réglementaires, par exemple sur les médicaments vétérinaires. Et on voit que c'est notamment les pays du Mercosur ou d'autres qui font beaucoup pression à l'OMC et dans le cadre des négociations commerciales pour dissuader l'Union européenne d'appliquer les mesures qu'elle avait envisagées pour que les produits importés soient effectivement aux normes de production européenne. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une dynamique entre ces négociations commerciales et la mise en œuvre effective de ces mesures miroirs. Peut-être, Anne-Cécile, pour revenir sur une tribune que vous avez écrite, vous avez écrit notamment que cet accord de libre-échange, c'est un symbole des contradictions qui tuent notre agriculture et qu'il forcerait donc l'Union européenne à perdre du terrain simultanément sur les plans de souveraineté alimentaire, de la transition écologique et de la santé publique. Donc on a ce constat-là d'un côté, et de l'autre côté, on voit que dans les mobilisations agricoles aujourd'hui, on entend aussi beaucoup des revendications pour l'abandon de certains objectifs du Green Deal, notamment sur les normes environnementales. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe de demander à la fois plus de protection et en même temps moins de normes ? Je vais vous prendre un parallèle juste pour que chacun puisse en fait bien s'imaginer la situation. C'est comme si votre employeur en fait vous mettez avec vos collègues sur un pied d'égalité, mais vous disiez vous en fait vous allez prendre un papier, un crayon pour travailler, puis tous les autres ils vont travailler sur ordinateur et à la fin il faudra faire exactement la même chose.
Là, vous avez deux manières de réagir. Dire, en fait, ok, avec mon papier et mon crayon, je détruis moins l'environnement parce que avec le cloud, etc., l'ordinateur va polluer. Donc, ok, très bien. Mais à ce moment-là, je vais essayer de négocier en fait avec mon patron pour qu'il prenne en compte en fait la différence de conditions de production quotidienne que je vais avoir. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est de dire, en fait, elle est complètement ridicule ta règle et du coup, moi aussi, je veux travailler sur ordinateur. On a deux manières de réagir, c'est assez humain en fait. Donc les agriculteurs, en fait, en tant qu'agriculteur, on va potentiellement avoir ces deux revendications un petit peu différentes. Moi, à titre personnel, en fait, je suis convaincue que la norme n'est pas le problème, et on est quand même un certain nombre en agriculture à estimer ça. Il n'y a pas de sujet, hein. Moi, je veux bien arrêter du jour au lendemain l'utilisation de phytosanitaires, il n'y a aucun problème. En revanche, je veux pas que ça impacte mon revenu. C'est tout, hein. Donc si on dit aux agriculteurs, vous allez perdre 50% de revenus parce que on va mettre en place des normes environnementale, c'est là que se pose encore une fois le problème. Donc, il n'y a pas de contradiction. Moi, je pense que les normes sont là, les normes actuelles, les normes dans le cadre du Green Deal sont là parce qu'elles sont utiles, parce qu'elles sont nécessaires. Je veux dire, on est quand même suffisamment tous conscients de ce qui se passe en termes environnementaux aujourd'hui, d'un point de vue climatique, d'un point de vue biodiversité. Vous imaginez, en travaillant dans les champs toute la journée, on s'en rend compte aussi de manière très forte. Enfin, l'impact du changement climatique, il est quotidien en agriculture, hein. Donc ça, il n'y a pas de problème, mais il faut financer ces normes. Et je pense qu'on est au bon endroit ici pour le dire quand je vous écoutais en introduction, parce que moi, j'arrête pas de dire il faut faire le business model de l'agriculture française à l'horizon 2050 en se disant, mais finalement, combien coûtent les transitions qu'on veut passer ? Et derrière, comment est-ce qu'on les finance ? Et en fait, le vrai problème aujourd'hui sur les normes de manière générale, c'est qu'on ne se pose pas la question de leur coût en disant ça passera toujours bien, il y a bien quelqu'un qui financera. Non, en fait, il y a un stade où tout le monde ne finance pas. Et c'est vraiment ça le point majeur. Et donc, ça ne se fera pas sans un travail de fond, en fait, sur comment est-ce qu'on réinvente les filières agricoles. Moi, quand je me suis lancée dans le conseil, j'étais spécialiste de l'agriculture, de par ma ferme, de par mes activités. Quand je me suis lancée dans le conseil, c'est parce que j'avais une conviction, que je vous partage, hein, qu'on ne peut pas comprendre l'agriculture si on ne comprend pas son aval. Donc l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, la maroquinerie, le textile, tout cet écosystème-là, et c'est comme ça qu'on trouvera des solutions pour l'avenir et qu'on arrivera à passer des normes. Et mon dernier point, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais mon dernier point, c'est que ces normes environnementales, c'est un pan du sujet. Il ne faut surtout pas qu'on oublie qu'en agriculture, il y en a un deuxième qui est majeur, c'est le pan social. Il y a des nouvelles générations à installer et des gens qui travaillent 59 heures par semaine, voire plus, qui n'ont jamais de repos, etc. C'est juste pas possible pour l'avenir. Et ça aussi, ça a un coût. Donc vous imaginez le mur de transition actuellement en agriculture. On parle environnement, il faut parler conditions de travail. Et donc c'est un vrai bouleversement économique, du coup, tout ça. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Sinon, on peut passer peut-être au sujet qui est aussi majeur, notamment sur les normes, en termes d'impact environnemental, c'est celui de la déforestation. Au-delà des enjeux de protection des filières françaises agricoles, il y a aussi des enjeux environnementaux massifs. La commission d'experts mandatée par le gouvernement français sur le Mercosur avait conclu que l'accord pouvait engendrer une accélération de la déforestation juste sur la viande bovine de 5 à 25% par an, ce qui est considérable. Et donc peut-être, Boris, si vous pouvez nous parler un peu de justement, est-ce qu'un accord de commerce avec des pays agro-exportateurs comme le Brésil peut être compatible avec nos objectifs environnementaux et qu'est-ce que ça implique, cet accord sur notamment la déforestation ? Merci pour l'invitation d'ailleurs. Déjà en introduction, je voulais peut-être juste dire que déjà on importe en effet déjà de nombreux produits, on importe aussi beaucoup de soja. Donc on s'est spécialisé dans l'importation de soja et donc de fait on n'a pas trop de protéines végétales en France. D'ailleurs c'est du soja qui est OGM qu'on ne peut pas produire en France ni en Europe. Donc voilà, il y a déjà un certain problème à cet endroit-là. On a des grandes difficultés d'ailleurs à produire des protéines végétales parce qu'on est spécialisé plutôt sur les céréales et la production animale. Et donc on importe les protéines végétales. On les importe sur la façade ouest d'ailleurs française et donc toute la Bretagne et les pays de la Loire sont des pays spécialisés, sont des régions spécialisées sur la production de viande. Donc c'est intéressant, c'est de se dire qu'un accord commercial qui a été pris il y a des dizaines d'années, celui-là, sur le soja et sur les protéines végétales, a eu un impact très fort sur l'agriculture en Europe et en France.
la déforestation, j'ai entendu dire à de nombreuses reprises, quand on a parlé du Mercosur il y a 2-3 semaines, que ce n'était pas un problème. En fait, grâce aux satellites, on allait pouvoir identifier la déforestation et donc il n'allait pas avoir de déforestation. Mais en fait, voir la déforestation, ce n'est pas arrêter la déforestation. La déforestation, c'est un problème complexe, c'est un problème politique, et il y a une vraie volonté d'opacité afin de pouvoir permettre de continuer cette déforestation. Donc déjà, premier point, ce n'est pas les satellites qui vont empêcher la déforestation. Il n'y a jamais eu autant de satellites sur Terre et il n'y a eu jamais autant de déforestation. Je vais peut-être rappeler quand même ce qu'est une forêt et l'importance que ça a, parce que les forêts, c'est certainement notre meilleur allié, à la fois sur les questions climatiques, mais aussi sur les questions de biodiversité, sur le rythme des pluies, etc., etc. Ce qui se passe au Brésil actuellement, depuis l'automne dernier, c'est qu'il y a une sécheresse. Il n'y a pas eu de saison des pluies quasiment, et donc l'Amazone est au plus bas. Il n'a jamais été mesuré aussi bas. Et donc ce qui se passe, c'est que, c'est intéressant, Mathilde, tu as parlé de l'historique de 2019, où M. Macron a parlé d'ailleurs en disant que c'était incroyable qu'il y ait autant de feux. Il en a parlé, je crois, c'était au G20, je ne sais plus, enfin en tout cas il en a parlé. Et suite à ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, en fait, il y a eu beaucoup plus de feux qu'en 2019. On n'a eu jamais autant de feux au Brésil et en Bolivie que cette année. Et je crois que vous n'en avez pas entendu beaucoup parler. Donc voilà, donc il faut quand même relativiser. C'est-à-dire qu'en 2019, il y a eu beaucoup de feux, mais c'est surtout qu'il y a eu beaucoup de couverture médiatique sur le sujet. Les feux, il y en a eu beaucoup plus cette année. Donc ça, c'est un point qu'il faut quand même avoir en tête. Et puis ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la déforestation, le problématique est complexe. Donc en fait, si jamais on met en place de la traçabilité, qui est demandée, souvent la traçabilité, elle s'arrête, par exemple, pour ce qui est du bœuf, ce qui nous intéresse, aux fermes qui sont directement en lien avec les abattoirs. Donc ces fameuses fermes directes. Donc là, à ce niveau-là, globalement, c'est en train de bien se passer. Il y a une réduction en tout cas, ces fermes-là sont plutôt propres, entre guillemets. Sauf que le gros problème de la déforestation, il se situe dans les fermes indirectes au Brésil. Et qu'est-ce qui se passe au Brésil? Il se passe ce qu'on appelle le blanchiment de bétail. C'est-à-dire qu'en fait, on déboise illégalement, on déboise dans des territoires autochtones. Hein. On travaille avec des populations autochtones qui sont envahies par des propriétaires des personnes qui viennent déboiser dans les terres, tuer des gens, etc. Hein, donc c'est hyper violent. Et ensuite, ces bœufs qui sont illégaux, ils sont blanchis à travers ces fermes directes qui sont, elles, légales et non issues de la déforestation récente. Donc voilà, donc ça c'est quand même un problème important, c'est que si on veut la déforestation est toujours là. Et donc qu'est-ce qui se passe avec un tel accord? C'est que ça envoie un signal politique et surtout un signal commercial qu'il y a encore une volonté d'utiliser de ces matières premières et qu'on ajoute une pression quantitative sur les écosystèmes. Il faut savoir qu'en plus, ce qui est quand même incroyable, c'est que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a une sorte d'alignement des planètes, mais dans le mauvais sens du terme, parce que non seulement on a le Mercosur, on en parle aujourd'hui, mais on a eu aussi, il y avait un règlement de déforestation européen, on est encore dans l'actualité, vu que ça a été discuté hier à 18h, et il a été acté le fait de décaler de 12 mois la mise en place de ce règlement, donc il sera mis en place dans un an, alors que un mois de perdu, c'est quasiment la surface de la ville de Paris qui est déboisée en plus. Donc voilà, il y a ça. Et puis en plus de ça, si je travaille sur ces questions de déforestation, c'est qu'il y a eu des succès très importants. Et je terminerai là-dessus. Il y a eu le moratoire du soja amazonien qui a permis, à l'époque du premier mandat de Lula, de réduire drastiquement la déforestation en Amazonie, parce qu'il y a eu ce moratoire du soja amazonien. Et en fait, ce qui se passe en même temps que tous ces alignements de planètes dans le mauvais sens du terme, ce qui se passe, c'est qu'en même temps, il y a les traders, il y a les producteurs de soja, il y a l'agronégoce brésilien qui est en train de torpiller littéralement ce moratoire du soja. Et donc, en gros, de dire que le Brésil, il a géré la question de la déforestation, ce n'est pas vrai. On en est loin. Il y a des avancées, mais ça reste très opaque. Le secteur du soja, par exemple, pour parler que d'eux, ou de la viande, c'est des secteurs qui fonctionnent en cartel pour ne pas donner des informations, pour ne pas être transparent, etc., etc. Donc on est très loin d'une déforestation zéro et on a besoin des forêts plus que jamais parce que le point de rupture se rapproche. Donc le point de rupture, c'est un point de bascule, c'est-à-dire que l'Amazonie et tout le sud de l'Amazonie est en train de se savaniser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une forêt tropicale humide est en train de devenir une forêt tropicale sèche qui va émettre des quantités
énormes de carbone qu'elles ont stocké depuis des milliers d'années. Donc, ne pas rajouter de pression sur les forêts, je pense que c'est une bonne décision à prendre, et donc de ne pas mettre en place cet accord de libre-échange. Mais à un moment, justement, on a pensé que l'adoption d'un texte sur la déforestation importée était un moyen, en tout cas c'est ce que mettent en avant certains des promoteurs de cet accord, un moyen de gérer les impacts négatifs potentiels liés à la mise en place de l'accord. Est-ce que c'est une lecture qui, du coup, est erronée? Et puis par ailleurs, effectivement, on a lu dans la presse française cette année que la déforestation en Amazonie était plutôt en recul. Ça, c'était les chiffres, je crois, jusqu'en juin. Et on n'a effectivement pas beaucoup entendu parler après de la séquence de l'été et des incendies. Donc il y a un peu cette petite musique rassurante que les choses sont sous contrôle, maintenant qu'il y a eu l'alternance politique au Brésil, qu'il y a à nouveau une volonté politique de faire des efforts sur ce sujet-là. Mais du coup, le sujet reste entier sur le lien entre l'accord et la déforestation. Absolument. Donc, premier point sur le RDUE, donc le règlement de déforestation. C'est en effet une façon d'avoir en tout cas une sorte de jurisprudence ou une sorte de loi qui permet de protéger cette déforestation. Sauf que le RDUE, qui a été donc attaqué, désolé, par la droite européenne, je ne sais pas si vous faites partie du PPE, non, vous ne faites pas partie du PPE, Renew plutôt, pardon. En tout cas, voilà, le PPE a été très, très offensif contre ce texte. Et donc voilà. Mais ce texte, malgré tout, n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de tous les écosystèmes naturels. Il ne tient pas compte, par exemple, du biome du Cerrado, qui n'est pas intégré dans le texte actuellement. Et donc, en gros, voilà. Donc, le règlement de déforestation, c'est en effet quelque chose qui pourrait être utile, mais étant donné qu'il a été attaqué, on ne sait même pas s'il va être réellement utilisé en tant que tel. Et puis par rapport au Brésil, donc déjà, je tiens à rappeler que je suis un grand amoureux de l'Amérique latine. J'ai eu la chance d'y vivre et c'est des régions magnifiques. Mais force est de constater que sur la situation actuelle politique, Lula n'a pas toute la marge de manœuvre en fait. Il y a des chambres, le pouvoir, notamment au Sénat, qui sont encore très influencées par l'agronégoce. Lula lui-même est très influencé par l'agronégoce et donc il n'a pas toutes les mains libres. Il s'est engagé à dire zéro déforestation en 2030, c'est son grand engagement, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce mot. Est-ce que c'est zéro déforestation illégale? Est-ce que c'est zéro déforestation des fournisseurs directs des abattoirs que j'ai évoqués tout à l'heure? On n'a pas tout à fait le périmètre exact de cet engagement. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, les chiffres de déforestation sont en baisse, à peine en baisse, mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus de dégradation des forêts. Les dégradations, c'est notamment les feux. Les feux en fait, amazoniens, ce n'est pas forcément directement comptabilisé comme de la déforestation parce qu'on ne transforme pas une forêt en un autre usage, on leur met le feu et ce n'est pas forcément comptabilisé de suite comme de la déforestation. Et donc, non seulement il y a des feux, mais c'est quelque chose qu'on a identifié cette année à Mighty Earth. On a identifié que désormais, malheureusement, ce n'est pas une super nouvelle, mais il y a une nouvelle tendance au Brésil, c'est qu'ils sont en train de faire une déforestation chimique. Ils utilisent de l'agent orange, donc des composés d'agent orange, pour pulvériser sur les forêts de l'agent orange. Et l'impact que ça a, c'est qu'en fait, les arbres ne tombent pas de suite, ils se blanchissent, ils meurent, et en fait, ils tombent qu'au bout de 2-3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les fameux satellites que certaines personnes considèrent qu'ils peuvent répondre à tous les enjeux, en fait, ces satellites, ils voient toujours de la forêt parce que les arbres sont toujours sur pied. Et donc voilà, c'est une dégradation profonde et qui en plus a d'autres impacts bien sûr au niveau chimique, hein, on est d'accord. Et donc voilà, il y a ces nouvelles tendances pour pouvoir passer outre la surveillance satellitaire. Il y a ces enjeux des fournisseurs directs et indirects avec les fournisseurs indirects qui blanchissent en fait leur bétail via les fournisseurs directs. Donc la déforestation, arrêter la déforestation, c'est de la volonté politique. C'est de la volonté politique et c'est aussi de la volonté politique. Avec bien évidemment des acteurs économiques dont on a besoin, on a besoin d'eux pour pouvoir également mettre en place et surveiller tout ça. Ouais, je me permets juste de prendre la parole moi je suis tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit, juste pour compléter, parce que j'ai la chance, dans le cadre de mes activités de conseil, pour le coup, d'avoir lu et relu ce règlement européen. Et moi, j'accompagne du coup les acteurs de la Val agricole sur la mise en place de ce règlement. Donc, en fait, ça me permet juste de prendre la parole sur ce sujet-là pour vous dire que
Si on prend un pas de recul, on parlait du Mercosur et des clauses miroirs, là on parle d'un règlement européen qui porte sur un sujet environnemental. On ne parle pas tout à fait de la même chose, mais c'est intéressant de voir pourquoi. Les clauses miroirs, en fait, Marine le disait, elles sont très peu contrôlées. Donc même quand il y en a, c'est super rare. Quand les douanes, en fait, au contrôle douanier, c'est très difficile de contrôler la réalité du respect de ces clauses miroirs-là. Donc en fait, elles sont assez peu effectives. Ça ne marche pas très bien. Moi, j'ai beaucoup plus confiance dans ces règlements européens qui viennent en fait imposer aux entreprises directement, notamment des contraintes environnementales. Alors oui, elles sont pas très très contentes, mais de facto, en fait, elles sont responsables du coup de ce qu'elles font. Et il y a un changement de paradigme profond au niveau européen en ce moment, parce qu'avant, on pouvait faire un transfert de responsabilité. Si on mettait dans les contrats d'approvisionnement, moi je suis distributeur, je mets dans mon contrat d'approvisionnement, toi, mon fournisseur, tu t'engages à ne pas déforester. En fait, il transférait juridiquement sa responsabilité. Ce que dit l'Union européenne dans le cadre du RDE et puis de l'ensemble des réglementations qui arrivent dans le cadre du Green Deal, c'est en fait, tu ne peux pas transférer comme ça ta responsabilité. Tu es responsable de manière illimitée. Donc, toi, acheteur européen, si tu n'es pas capable de prouver que tu n'as pas contribué activement à la déforestation, alors ta responsabilité peut être engagée. Donc c'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas si c'est clair sur le changement de perspective, mais du coup c'est pour moi une manière très solide pour le coup, si on considère que le marché européen est significatif au niveau international, pour changer les règles du jeu en fait. Parce que derrière, on va chercher activement à ne pas contribuer à la déforestation. Et quand on est, par exemple, distributeur, on va se dire, en fait, j'investis des sommes faramineuses pour vérifier que mes chaînes d'approvisionnement hyper fragmentées jusqu'en Amérique latine, elles sont sûres. Peut-être que je peux relocaliser un peu, ça me coûtera peut-être un peu plus cher à l'achat, mais en fait, pour maîtriser mon risque, ce sera beaucoup mieux et finalement, ça ne me coûtera pas plus cher. Donc, m'approvisionner au moins au niveau européen. En tout cas, je suis peut-être un peu optimiste, mais moi, je crois beaucoup dans ces évolutions-là. Est-ce que, Marine, toi, tu veux réagir sur la question de la contrôlabilité des clauses et des mesures miroirs? Alors, peut-être sur juste un point de distinction, tu peux nous faire la distinction entre mesures et clauses. Oui. Et puis, tout à l'heure, tu parlais très rapidement des contrôles qui avaient eu lieu sur les hormones. Aussi, nous en dire un mot et comment ce qu'on fait aujourd'hui pourrait être utilisé, par exemple, sur les antibiotiques. Oui, parce que moi, je crois beaucoup à la complémentarité des solutions et donc la diligence raisonnée qui est mise en... Voilà, ce principe qui est activé dans le cadre du texte sur la déforestation, c'est bien, avec des contrôles d'ailleurs quand même à faire sur les entreprises qui sont à la charge des États membres, mais c'est pas pour autant, je crois qu'il faut complètement discréditer, enfin, c'est pas ce que tu as fait, hein, mais moi, je crois beaucoup aussi aux fameuses mesures miroirs et j'y crois parce que, encore une fois, sur les hormones, je vous dis qu'il y a des choses à dire sur les contrôles, mais il y a quand même des contrôles qui sont faits et qui montrent que ça fonctionne. Le dernier exemple en date, c'est que la Commission européenne a diligenté un audit au Brésil et cet audit est revenu avec des résultats qui démontraient des défaillances dans le système de traçabilité mis en place par la filière viande brésilienne. Ce qui a déclenché, alors c'est là où on peut se poser des questions, c'est pas la Commission européenne qui a demandé une suspension de ses importations, mais c'est le Brésil lui-même, bon élève, parce qu'il a envie de conclure un accord de libre-échange avec nous, qui a décidé immédiatement de suspendre ses exportations. Mais voilà, cet exemple montre que même s'il faudrait faire beaucoup plus sur les hormones, on fait des audits, on sait aller vérifier les pratiques des producteurs des pays tiers. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir le faire sur toutes les normes du monde, et c'est pour ça aussi qu'il y a une petite forme d'hypocrisie dans le discours de certains sur les clauses miroirs comme solution idéale. On a l'impression qu'on va pouvoir tout imposer. Non, il y a un travail très sérieux à faire d'identification des normes qui peuvent faire l'objet de réciprocité, d'une part parce qu'elles répondent à des enjeux qu'on sait justifier en termes de protection de la santé et de l'environnement, et d'autre part parce qu'on est en mesure de les contrôler. Ça, on est... Mathilde notamment, mais on est quelques-uns ici à faire cette demande de feuille de route sur ce sujet des mesures miroirs, à la fois auprès du gouvernement. Alors c'est pas simple de faire des demandes au gouvernement en ce moment, mais en tout cas on le fait depuis bien longtemps, et à la fois auprès de la Commission européenne, et on voit qu'on peine à passer à l'étape d'après. On sent qu'on a installé le sujet, et c'est pas rien, parce que pour avoir été un peu au début du sujet, il y a 5 ou 6 ans, quand on parlait mesures miroirs, quand on expliquait qu'on allait peut-être mettre des obstacles au commerce et poser des conditions d'accès à notre marché, on nous riait un peu au nez à Bruxelles. On nous rit plus au nez, donc ça, on a appris à se satisfaire de peu, donc c'est quand même une petite victoire. En revanche, l'étape d'après, l'étape de la mise en œuvre, elle est assez longue. Mais voilà, donc il y a des efforts à faire en termes de contrôle, mais encore une fois, on a un exemple
qui fonctionne pas trop mal, et je crois qu'il faut qu'on pousse l'ensemble, enfin toute la palette des outils qu'on a à notre disposition pour avancer sur ce thème de la réciprocité. Juste après. La dernière partie, mais on va y au temps. On aura l'occasion d'aborder toutes ces questions juste après. Donc, je pense qu'on voit bien là que la mobilisation et donc la volonté politique que tu mentionnais, Boris, est vraiment clé autour de cet accord. On voit que c'est un accord qui mobilise donc fortement les mouvements agricoles, et son rejet est aussi demandé par des ONG environnementales et de solidarité internationale, par des syndicats. On voit vraiment qu'il y a une unanimité contre cet accord. Il y a une déclaration du gouvernement qui a été adoptée à une très large majorité à l'Assemblée nationale le 26 novembre et à une quasi-unanimité au Sénat le 27. Et donc justement, on voulait vous entendre, Loïc Kervran. Déjà, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci beaucoup d'être là ce soir dans ce contexte politique légèrement mouvementé. Vous faites partie des députés qui ont travaillé de façon transpartisane pour faire adopter une résolution en 2023 contre l'adoption de cet accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vous êtes mobilisés contre cet accord? Et plus globalement, on voit vraiment qu'il y a un consensus politique autour du rejet de cet accord. Comment est-ce que vous l'expliquez? Parce qu'on voit que c'est vraiment assez unique dans l'Union européenne d'avoir un tel consensus de tous les mouvements et les partis politiques. Alors peut-être déjà effectivement c'est une soirée un peu politique, un peu spéciale. Comme je voudrais pas que l'assistante se croie que je suis un mauvais député et que je suis en train de sécher le vote sur la motion de censure, je prends 2 minutes pour vous dire que la motion de censure c'est un vote très particulier qui est unique à l'Assemblée, pour lequel seuls les députés qui sont en faveur de la motion votent. On ne peut pas voter contre une motion de censure. Donc vous avez compris que je ne votais pas cette motion de censure. D'ailleurs, en partie pour des raisons liées au Mercosur, parce que je pense que ça va affaiblir profondément la capacité de négociation et d'influence au niveau européen de la France de ne pas avoir de gouvernement. Mais voilà, je voulais faire ce petit aparté pour commencer. Effectivement, politiquement, c'est assez intéressant parce qu'il y a une quasi-unanimité. Il y a une résolution qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en 2023. Et puis là, très récemment, au Sénat et à l'Assemblée, on a eu une déclaration du gouvernement. Et dans les 2 cas, finalement, seul le groupe de la France Insoumise a voté contre. Donc il y avait vraiment... le gouvernement est reparti de ces 2 séances, au Sénat et à l'Assemblée, avec un mandat clair et une quasi-unanimité, à l'exception des 70 députés de la France Insoumise. Pourquoi ça? Moi, il y a plusieurs explications. D'abord, ce que vous disiez, les injonctions contradictoires aux agriculteurs, elles sont juste, mais tellement flagrantes et évidentes avec cet accord que sans doute c'est encore plus insupportable que pour d'autres. Moi, il y en a plusieurs, hein, mais qu'est-ce qu'on dit à nos agriculteurs? On leur dit, il faut manger moins de viande, mais on va importer plus de viande de l'extérieur. Première injonction contradictoire, hypocrisie, contradiction. Deuxième chose, on leur dit, il faut produire avec tout un tas de normes sanitaires, donc pas d'antibiotiques, pas d'hormones, tout un tas de pesticides interdits, etc. Et on va importer des produits qui justement cochent toutes ces cases. OGM, 80% des pesticides utilisés sur les maïs au Brésil interdits en France, antibiotiques utilisés comme promoteurs de croissance, etc. Donc, deuxième contradiction. Et puis, troisième, c'est celle sur les normes environnementales. Il y a plein de normes sur les haies en France, mais on va importer des choses qui contribuent à de la déforestation. Donc là, il y a un côté vraiment flagrant. Il y a une vision un peu moins optimiste de pourquoi cette focalisation sur le Mercosur. C'est que peut-être ça a aussi permis à certains politiques qui étaient favorables à d'autres traités de libre-échange de laisser passer les autres traités de libre-échange en disant écoutez, moi je vais voter le CETA, l'accord avec le Chili ça ne me dérange pas, celui avec la Nouvelle-Zélande ça ne me dérange pas, la modernisation de l'accord de libre-échange avec l'Ukraine qui est en train d'arriver, c'est pas la peine de regarder, mais par contre le Mercosur, là je suis contre. Donc il faut quand même pas sous-estimer ça. Après, je pense qu'il y a eu aussi le rapport qui avait été commandé par Édouard Philippe, le rapport Ambec, il a aussi contribué à objectiver les choses et à objectiver
les conséquences sur l'agriculture française. Donc ça, je pense que ça a aussi contribué. Et puis dernière chose peut-être, c'est qu'il y a quand même une question de taille avec le Brésil, de taille du pays et de taille des exploitations et de quantité de produits agricoles. C'est-à-dire que Marine Colli le rappelle souvent, une ferme en France, en moyenne, c'est 69 hectares. En élevage, on dit souvent 50 mères, 50 hectares. Au Brésil, vous avez des exploitations avec 30 000 bovins. Vous avez des exploitations qui font des centaines de milliers d'hectares. Et donc, il y a un caractère vraiment disproportionné. Je pense que voilà, toutes ces choses, ça explique un peu l'attention très particulière qui s'est portée dans le débat politique sur le Mercosur et le fait qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible, à part si vous êtes la députée qui représente les Français vivant en Amérique du Sud, ce qui est d'ailleurs son cas, elle est une des rares députées à avoir voté contre ces résolutions. C'est quasiment impossible de soutenir le Mercosur en France aujourd'hui. Et peut-être pour discuter un peu aussi d'autres pays de l'Union européenne qui pourraient être favorables, est-ce que vous pourriez expliquer un peu leur point de vue et pourquoi est-ce qu'il y a des divergences au sein même de l'Union européenne par rapport à cet accord ? Ça tient à ce qui a été présenté au début, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un intérêt pour une partie des secteurs économiques européens à conclure cet accord, notamment un intérêt industriel, par exemple pour l'industrie automobile. Et donc un pays comme l'Allemagne va être plus intéressé par cet accord, mais on voit que maintenant qu'ils sont dans une période aussi, dans une autre forme de crise politique avec des échéances électorales, eux aussi sont en train de lever un peu le pied. Et je reviens aussi parce que c'est intéressant, la résolution de 2023 que nous avions fait adopter, elle mentionnait déjà le risque de séparation de l'accord entre un accord commercial et un accord politique. Et on demandait déjà à l'époque de garder ce caractère mixte sur lequel la Commission s'était engagée en 2018 devant le Conseil. C'est des documents qui sont écrits et disponibles. Et de conserver ce caractère mixte pour le Mercosur pour que la France conserve son droit de veto. Et donc là, un des enjeux aussi de la mobilisation politique, c'était de dire au gouvernement, vous ne pouvez pas faire semblant de croire que vous aviez un droit de veto, puis au dernier moment nous dire, ah mince, la Commission a joué le truc d'une manière qui nous a surpris, on s'est retrouvé sans droit de veto parce qu'elle a isolé la partie commerciale et que du coup c'est compétence exclusive de l'Union européenne. Et donc il y avait aussi cet enjeu-là dans l'activisme politique qu'on a été un certain nombre à mener. Et donc peut-être où est-ce qu'on en est actuellement et comment est-ce que la France peut faire entendre mieux sa voix à Bruxelles sur l'accord du Mercosur ? Moi j'ai pas les résultats, mais je pense qu'ils vont tomber d'une minute à l'autre, ou peut-être ils sont tombés, mais la censure du gouvernement, elle va rendre les choses encore plus compliquées. Parce qu'en réalité, la seule petite porte qui restait, c'était que la France n'ose pas aller outre la volonté des Français, exprimée clairement par leurs parlementaires, relayée par les ministres et les chefs d'État, relayée par nos diplomates. Et là, clairement, la France, si elle arrive demain à Bruxelles, sans gouvernement, sans mandat, c'est honnêtement très difficile. Ça va être beaucoup plus difficile de s'opposer et de s'opposer à la segmentation de l'accord. D'autant que là, il y avait une activité diplomatique assez intense pour aller chercher d'autres pays, pour constituer une minorité de blocage et empêcher finalement la Commission d'utiliser ce stratagème, cette ruse de scission de l'accord entre un accord politique et un accord commercial. Merci beaucoup. Peut-être, Marine, quelles sont les prochaines étapes dans l'agenda politique justement sur le vote de cet accord et comment est-ce qu'à l'avenir, la Commission européenne pourrait mieux prendre en compte cet accord au niveau des relations commerciales ? Je suis pas sûre d'avoir compris la deuxième partie de la question. Je vais peut-être répondre déjà à la première, quelles sont les prochaines étapes. Donc là, effectivement, on est en train de perdre a priori
la première bataille, c'est-à-dire il fallait réussir à peser diplomatiquement pour empêcher l'annonce de la conclusion. On s'attend quand même à ce que l'annonce soit faite d'ici la fin de semaine. Donc cette bataille-là, elle est perdue. On va avoir donc un accord conclu au plan technique, et c'est ce qui va lancer la phase de validation politique de l'accord. Donc on a encore d'autres batailles à mener. La prochaine bataille, ce sera celle du vote au Conseil de l'Union européen pour la signature de l'accord. C'est là, effectivement, où la France devra se battre très fort et être très vocale pour s'opposer à la scission de l'accord et donc conserver son veto. Je vais quand même juste préciser, c'est pas du tout pour faire de la politique, mais les députés l'ont dit dans une résolution 2023, et il y a pas mal d'acteurs qui disent depuis 2019 que ce risque existe. Donc pour s'opposer à la scission, c'est pas cette semaine qu'il fallait le faire, ça fait quelques années quand même que la France aurait pu le faire, et ça n'a pas été fait, et c'est dommage parce qu'on en est là où on en est. Mais en tout cas, la prochaine bataille à gagner, c'est celle-là. Si on la gagne, a priori, l'accord est présenté au Conseil, la France dégaine son veto, ou la Pologne, ou l'Autriche, ou l'Irlande, qui sont les autres pays opposés, donc l'accord tombe, donc 25 ans de négociations partent à la poubelle, et c'est tant mieux au regard de ce qui a été négocié. Si en revanche l'accord est scindé, le vote sera fait à la majorité qualifiée sur cet accord dit intérimaire. Et là, il aura toutes les chances de passer parce qu'on n'a pas encore, les pays qu'on a ralliés ne font pas encore le compte pour avoir cette fameuse minorité de blocage. Il faut avoir au moins 4 États membres qui représentent au moins 35% de la population européenne. Donc là, on n'y est pas. Donc l'accord serait signé, il arriverait au vote du Parlement européen, encore une fois à la majorité, et si le Parlement européen dit oui à cet accord, il serait appliqué de manière provisoire avant qu'un simulacre de démocratie ne soit lancé et que l'accord global ne soit présenté à nos parlementaires nationaux pour une approbation. Mais la petite subtilité, c'est que si un Parlement national dit non à l'accord cadre global, l'accord intérimaire, qui porte très mal son nom, continuerait de s'appliquer pour une durée indéterminée. Ah oui, c'est ce que peut faire la Commission européenne, c'était ça. La Commission européenne, comment elle peut s'y prendre pour... en fait, la Commission européenne, ce qu'elle a déjà fait dans un passé récent sur un autre accord de libre-échange avec le Chili, et d'ailleurs... peu d'États membres aussi, aucun État membre s'y était opposé. Effectivement, elle a pris cet accord mixte, cet accord d'association, elle en a extrait le seul volet commercial sans l'approbation des États membres. Pourtant, elle s'était engagée effectivement en 2018 à ne pas le faire sans l'approbation des États. Et donc, de manière unilatérale, elle est venue présenter ce fameux accord intérimaire à l'approbation à la fois du Conseil et du Parlement. Merci à tous. J'ai cru comprendre qu'il y avait plein de questions dans la salle, donc c'est le moment de les poser. On essaye d'être le plus bref possible pour donner le temps aux intervenants de répondre. Je ne sais pas qui veut se lancer pour la première, monsieur. Oui, j'ai plusieurs questions, donc je vais essayer d'être très bref. Je suis Armand Riou de l'Argentais, agro Paritech, alumni. Première question, je suis un peu dérouté par les propos que j'entends sur les clauses miroirs que Pascal Canfin notamment a présenté triomphalement quand ça a été adopté au Parlement européen, et puis l'impression que vous donnez qu'on s'assoit dessus. Donc est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu? Deuxième question, peut-être à Anne-Cécile, puisqu'elle est dans l'agriculture. À supposer qu'on arrive à appliquer ces clauses miroirs de manière transparente, etc., est-ce qu'un accord Mercosur serait acceptable? Et puis, j'avais une troisième question. Oui, enfin, c'est une impression. Ça paraît un peu, surréaliste d'avoir une Commission européenne qui pousse un accord contre un avis aussi... général dans un des États membres qui n'est pas le moindre. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Oui, je voulais apporter peut-être un détail, c'est que les pesticides qu'utilisent
l'Amérique du Sud, ils ne les fabriquent pas. Hein. Ces pesticides sont envoyés par l'Europe, par les États-Unis, tout ça. Et on est toujours... La déforestation, c'est la même chose. Quand on parle que Ikea, par exemple, provoque ces déforestations, je veux dire, il y a toujours derrière des affirmations. Je pense qu'il faut quand même aller au fond des choses, parce que c'est un drôle de problème. Voilà. Merci. Merci pour toutes ces clarifications. Moi, j'ai 2 commentaires. Le premier, c'est sur la question des normes. Et vous avez clarifié beaucoup de choses sur les normes avec les clauses miroirs. Je suis quand même un peu gêné qu'on entende en permanence de la part des agriculteurs que le problème, ce sont les normes sanitaires. Parce que, comme ça a été dit quand même, il y a un équilibre qui se fait sur les normes sanitaires. Le problème est un problème de contrôle. On a du mal à contrôler, effectivement, que les normes ne sont pas respectées. Il y a une chose qui me semble plus importante dans cet écart, c'est la question de la compétitivité. Notre député l'a dit à la fin, c'est qu'en fait, arrivent des produits qui sont produits dans des conditions de production avec des salaires beaucoup plus de meilleure qualité que chez nous, et donc ça arrive à très bas prix par rapport à notre propre viande, par exemple, et donc elle est très compétitive. Puis il y a un autre point, pour finir sur ce point-là, que vous n'avez pas évoqué. Un vrai problème qui n'est pas dans l'accord, c'est la question du bien-être animal. Ça manque terriblement dans l'accord. Je ne parle pas des poules en cage, etc., mais c'est un vrai sujet. Il sera dans les prochains accords, mais il ne l'est pas aujourd'hui, et je pense que c'est un problème. Et deuxième point, c'est sur l'aspect politique. Il faut quand même rappeler, effectivement, vous l'avez dit d'une certaine façon, mais que de nombreux pays sont favorables à cet accord. Il faut rappeler qu'ils le sont pour des raisons effectivement industrielles, parce que la Bolivie, par exemple, vient d'entrer et il y aura du lithium qui sera toujours bon à prendre pour fabriquer un certain nombre de technologies. Il faut rappeler effectivement que certains secteurs agricoles bénéficient de cet accord. Si vous interrogez les producteurs de fromage sous IGP dont vous avez parlé, les vignerons, viticulteurs, les vendeurs de cognac, et même une bonne partie des laitiers, ils ont leur avantage là-dessus. Et globalement, donc, on est en situation où la France est plutôt isolée, mais je voudrais dire quand même que les dernières infos que j'ai sont plutôt favorables sur les 4 pays qui pourraient faire une minorité de blocage, parce que j'entends que l'Autriche et le Luxembourg sont des pays qui, pour des raisons de déforestation que vous avez évoquées, sont véritablement contre l'accord. Et puis la Pologne et la Lituanie proposent une année de plus de travail, de réflexion pour améliorer l'accord. Donc il y a peut-être une chance, au final, qu'avec ces 4 pays, il y ait une minorité de blocage. Rien n'est... Bon, on sait que tout ça se passe dans les coulisses, hein, mais il y a peut-être cette... Je vais commencer par les clauses miroirs, et ça me fait réaliser que je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé, d'expliquer la différence entre des clauses miroirs et des mesures miroirs, parce que souvent les 2 termes sont copieusement mélangés, alors qu'en fait ils ne renvoient pas du tout à la même réalité juridique. On parle beaucoup de clauses miroirs, notamment dans cet accord avec le Mercosur. Une clause miroir, c'est une clause qu'on vient inscrire dans un accord de libre-échange pour conditionner l'accès à un quota d'importation qu'on ouvre à droit de douane nul ou réduit. Je prends l'exemple de la viande bovine, 99 000 tonnes. On vient conditionner l'accès à ce contingent-là au respect d'une ou plusieurs normes de production. Et donc, quand Emmanuel Macron dit cet accord, il est inacceptable tant qu'il ne contient pas de clause miroir, moi, ce que je peux vous dire sur ce sujet, c'est qu'en fait, des clauses miroirs dans l'accord avec le Mercosur, il n'en a absolument jamais été question, et que la question des quotas agricoles et des conditions d'accès à ces quotas, elle est réglée depuis 2019, et que ces discussions-là, elles n'ont jamais été reprises. Si je veux être tout à fait précise, je ne sais pas ce que ça apporte au débat, mais il y a une toute petite clause miroir dans l'accord avec le Mercosur qui est complètement anecdotique, juste sur le sujet du bien-être animal. L'accord prévoit que pour l'exportation d'œufs coquilles
en provenance du Mercosur vers l'Union européenne, les normes de bien-être animal européennes devront s'appliquer. Le problème, c'est qu'en fait, le Mercosur n'exporte pas d'œufs coquilles vers l'Union européenne. Ça veut dire qu'on sait rédiger des clauses miroirs. On sait les écrire. Si on veut le faire. Exactement. Et de la même façon, pour la blague, même si franchement, ça ne fait pas vraiment rigoler, dans un autre accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, on nous vend beaucoup une clause miroir qui a été inscrite dans l'accord, qui consiste à dire aux producteurs néo-zélandais, vous n'accéderez pas au quota de viande bovine qu'on vous ouvre à droit nul si vous n'alimentez pas vos vaches avec de l'herbe et si vous engraissez vos vaches dans des centres d'engraissement industriel, comme c'est le cas au Canada ou au Brésil par exemple. Et en fait, des centres d'engraissement industriel de bovins en Nouvelle-Zélande, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, les clauses miroirs dans les accords de libre-échange, soit elles n'existent pas du tout, soit on sait les écrire, mais on écrit des clauses qui n'ont absolument ni queue ni tête. En revanche, la voie qui est plus intéressante, c'est la voie des mesures miroirs. Les mesures miroirs, ce sont des mesures législatives donc que l'Union européenne vient intégrer dans sa propre législation. C'est ce qu'elle a fait encore une fois en 1988 sur les hormones. Et donc ça ne s'applique pas seulement aux quotas qu'on va négocier dans le cadre d'un accord avec un seul partenaire. Ça s'applique à toutes les importations du produit donné qui doivent donc respecter cette norme de production donnée. Je comprends que vous tombez un peu des nues parce qu'il y a un vrai décalage, et on le déplore, entre le discours politique sur ces fameuses mesures miroirs et la réalité de l'avancée de ces chantiers. Alors il ne faut surtout pas dire, je ne voudrais pas faire passer ce message que rien n'avance, parce que encore une fois, déjà, on a réussi à installer le message et il y a des avancées sur les antibiotiques. Par exemple, on continue d'importer de la viande issue d'animaux dopés aux antibiotiques, mais il existe quand même une mesure miroir dans un règlement sur les médicaments vétérinaires qui a été écrit en 2018. Bon, ça va être très mal appliqué. Enfin, il y a plein de trous dans la raquette et je ne crois pas que je vais... l'Institut Veblen a fait une étude sur le sujet, donc on la tient à votre disposition. Sur les néonicotinoïdes, il y a également eu une mesure miroir intéressante adoptée au Parlement européen. C'est pas tout à fait une vraie mesure miroir, mais en tout cas, on abaisserait au seuil de détection les limites maximales de résidus, donc on s'assurerait au moins que ces produits ne contiennent pas de résidus. Donc il y a quelques petites avancées, mais clairement, le chantier devant nous est immense et on n'est qu'au tout début du chemin sur ce sujet. Et je vais peut-être passer la parole à Cécile. Oui, sur le volet agriculture pure, en fait, je pense que la meilleure manière de répondre à votre question, c'est peut-être de faire un pas de recul sur ma carrière d'agricultrice. Ça fait 11 ans que je suis installée. Quand je me suis installée, moi, j'élève des bovins notamment. Je fais des cultures et des bovins. J'ai 85 mères, vaches allaitantes, plutôt bovins viande du coup, que j'élève en pâture. Je les rentre juste l'hiver. Voilà. Bon. Et quand je vendais ma viande au début de mon installation, je vendais mes animaux entre 3,90 et 4 € du kilo. Alors c'est pas le kilo de viande tel qu'on l'entend, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Aujourd'hui, je les vends 6,20 € du kilo. Vous voyez, j'ai quasiment fait x2. Ça c'est récent, c'est depuis 2 ans. Pourquoi je les vends si cher aujourd'hui ? En fait, c'est lié au fait qu'il y a 10 ans, je suppliais quasiment mon acheteur de me prendre mes animaux. Il me rendait service. Il me les achetait, il me les prenait 2 mois plus tard. J'étais sur liste d'attente. On m'expliquait qu'en fait, il y avait trop de viande, entre guillemets, à vendre par rapport à la consommation. Alors, c'est ce qu'on m'expliquait. Hein. Je ne sais pas quelle était vraiment la réalité. Aujourd'hui, clairement, il n'y a même plus de faux semblants. Les acheteurs, ils parcourent toutes les fermes un peu désespérés pour essayer de trouver des animaux. Il n'y a pas une seule fois, en fait, où l'abattoir, il ne m'appelle pas pour me demander si j'ai pas des animaux cette semaine à vendre. Donc vous voyez le renversement du rapport de force. C'est lié tout simplement, et c'est très triste, à la décapitalisation de l'élevage bovin en France. Donc au labour des prairies, à la destruction d'espaces naturels, il y a au recul de cet élevage-là. C'est une catastrophe environnementale, on ne le dit pas assez. Et derrière, si on commence à importer de la viande bovine, alors à des clauses super, avec des belles clauses miroirs, etc., ça va redéstabiliser en fait le marché bovin qui est en train d'arriver sur des niveaux de rémunération qui sont corrects pour les éleveurs. Pas sensationnels, juste corrects. Et donc finalement, moi je dis les clauses miroirs, c'est le premier pas, c'est essentiel. Une fois qu'on a les clauses miroirs, on sera déjà très content parce que la déstabilisation sera moindre. Mais néanmoins, ça pose la question du commerce international aujourd'hui. Est-ce que le commerce international a vocation à déstabiliser des marchés ? Et comme le disait madame, en fait, ça vaut pour le marché français, ça vaut aussi, par exemple, pour le marché africain, que la production européenne vient déstabiliser par ces exportations complètement non responsables. Donc oui, c'est une question fondamentale du commerce
commerce en général. Donc on prend notre exemple à nous. Moi, je suis plus capable de parler de l'élevage en France que de l'élevage en Afrique, par exemple. Mais c'est le même sujet et c'est la même question de fond qu'il faut qu'on arrive à traiter au niveau européen. Et juste sur le point sanitaire, en disant c'est réglé, moi j'ai plus l'année de l'accord en tête, j'en suis désolée, mais c'était le rapport du sénateur Duplon sur la souveraineté alimentaire qui m'avait interpellée. En fait, il y avait une source, c'était un rapport de la Direction générale de l'alimentation. Et j'étais allée voir, c'est une statistique que citait le rapport, c'était qu'il y avait 3% de contrôle aux frontières sur la viande fraîche de boucherie. Et sur ces 3%, il y avait 17% de non-conformité sanitaire, en fait. Donc, preuve en est que le sujet n'est pas complètement réglé, quoi. Et surtout que dans le cadre des négociations commerciales, on s'engage à baisser les contrôles, en fait. Ça fait aussi partie du package. Donc là où on devrait au contraire mettre plus de force pour contrôler, notamment sur les nouvelles exigences environnementales, etc., ce qu'on réclame comme norme, on est plutôt en train de se désarmer en termes de contrôle. Peut-être un mot sur la question de la compétitivité, parce que c'est un point qui est souvent mis en avant dans le discours pro-Mercosur, qu'on entend encore ici ou là, pas tellement chez les politiques, mais chez d'autres. L'idée, en fait, c'est de dire, finalement, les agriculteurs français, ils se plaignent, mais c'est eux qui n'ont pas fait le boulot. Ils ne se sont pas réformés, l'agriculture française n'est pas compétitive, et dès qu'on ouvre un tout petit peu, les pauvres, ils sont perdus. Moi, d'abord, par rapport à ce que vous disiez, je ne crois pas du tout que le salaire, ça soit si important que ça dans le prix des matières agricoles. Malheureusement, quand on voit les revenus moyens des exploitations en France, ça laisse rêveur là-dessus. Mais c'est bien dans quelles conditions ces produits agricoles sont produits. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la taille des exploitations, l'utilisation des pesticides, l'utilisation des antibiotiques, c'est ça qui permet de produire des produits agricoles qui sont extrêmement peu chers à la fin. Et du coup, quand on dit que l'agriculture française n'est pas assez compétitive par rapport à ça, c'est là qu'il y a une impasse ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas assumé. C'est que ça veut dire, est-ce qu'on veut sortir de notre système où on est à 69 hectares et faire des fermes avec des milliers d'hectares ? Est-ce qu'on veut arrêter d'avoir 100, 150 mères et d'en avoir des élevages avec des milliers et des milliers d'animaux ? Et c'est là qu'il y a une hypocrisie, je trouve, dans ceux qui mettent en avant la question de la faible compétitivité, entre guillemets, de l'agriculture française. Non, mais je tirais le fil de cette question de la compétitivité. Sur la décapitalisation, ce qui est frappant, c'est qu'on a eu d'autres moments où il y avait de la décapitalisation et que pour la première fois, on a un effet prix. Et moi, je ne sais pas dire encore si ça va durer, etc. Il y a sur l'agneau, par exemple, sur la filière ovine, c'est assez évident qu'on a tellement tué la filière française que les producteurs de la filière ovine qui reste, oui, ils arrivent à vendre à un prix correct. Sur le bovin viande, pour moi, c'est pas encore réglé et c'est plutôt une anomalie finalement que la décapitalisation. On observe un impact effectivement assez positif sur les prix depuis quelques mois. Je voulais rebondir sur le point sur les pesticides, mais là, j'ai aussi une opportunité qui m'est donnée de cet exemple de la viande ovine. Il est super intéressant parce que si on a perdu, si on n'est plus capable aujourd'hui en France de ne produire que la moitié, on produit un peu moins de la moitié de la viande ovine qui est consommée par nos consommateurs chez nous, c'est justement parce qu'on a lancé cette filière dans les années 80 en plein dans la mondialisation, sans filet de protection. En fait, dans les années 80, le Royaume-Uni est arrivé dans la communauté européenne et avec ses quotas d'importation d'agneaux néo-zélandais. Donc, on a fait avaler aux éleveurs français, au forceps, cet agneau néo-zélandais. On a ouvert un contingent de plus de 200 000 tonnes à droit de douane nulle pour les viandes ovines néo-zélandaises.
Et cet afflux d'agneaux néo-zélandais a provoqué la disparition de la moitié de nos éleveurs ovins et d'un tiers de nos animaux. Et on en est là où on en est. Et c'est vraiment un exemple qu'on n'utilise pas assez, c'est vraiment ce qui pourrait se passer en viande bovine. Et c'est un exemple très concret, voilà, des effets d'une mondialisation non régulée, quoi. Et je voulais effectivement rebondir sur ce point important que vous avez souligné sur les pesticides, parce qu'on l'a pas dit, je crois, pendant les échanges. Du coup, je pique un peu, c'est un élément de langage qu'utilise souvent Mathilde, mais pour montrer le genre d'exemples superbes que peut créer un accord de libre-échange comme avec le Mercosur. Il faut savoir en effet que les pesticides qu'on interdit d'utilisation chez nous, on peut toujours les produire en Europe et on peut aussi les exporter en Europe. Dans cet accord avec le Mercosur, on prévoit la suppression des droits de douane sur l'exportation de ces pesticides qui sont taxés, je crois, à 18% aujourd'hui quand ils arrivent sur le marché du Mercosur. Et donc, on va exporter plus et à plus bas prix ces pesticides interdits vers le Brésil qui en a besoin pour alimenter son système agro-industriel et qui va en retour nous renvoyer ces produits alimentaires traités avec ces pesticides interdits qu'on lui aura envoyés. Donc c'est pour ça que c'est assez stupéfiant de voir qu'on a encore des gens pour défendre ce type d'accord de libre-échange, parce que ça crée ce genre de situation complètement dingue. Sur ce point-là, j'en profite parce que sur la question de la production de pesticides interdits dans l'Union européenne, on avait quand même réussi à faire adopter une interdiction au niveau français dans la loi Egalim en 2018, qui est rentrée en vigueur en 2022, pour dire qu'il fallait arrêter de produire et d'exporter ces pesticides interdits. Le problème, c'est qu'elle contient plusieurs failles réglementaires. Il y en a une qui vient d'être fermée par le Conseil d'État, mais il y en a une autre qui en fait prévoit qu'on exporte plus les pesticides, mais on a encore le droit d'exporter les ingrédients, les substances actives qui sont interdites. Et donc les industriels utilisent cette faille-là pour continuer à faire ces exportations. Et donc sur ce point précisément, avec le CCFD Terre Solidaire et l'association Intérêt à Agir, on a, écrit aux ministres concernés en avril qui ne nous ont pas répondu. Et donc on a saisi le Conseil d'État en août. Et on vient de déposer l'ensemble de notre argumentaire juridique pour essayer de faire que le Conseil d'État demande à la France de mettre fin à cette faille réglementaire. Et il y a toute une coalition d'organisations qui travaillent très activement à l'échelle européenne pour qu'on obtienne une interdiction complète à l'échelle européenne. Il y a la Belgique qui a agi récemment, mais il faut absolument traiter ce sujet-là à l'échelle européenne. Normalement, il y a des engagements politiques de le faire. Mais voilà, on y sera évidemment vigilant. Madame, vous évoquez aussi l'impact des entreprises françaises sur la déforestation en dehors du Mercosur. Il y a un cas assez intéressant et qui est très lié au Mercosur, avec une anecdote assez croustillante qui montre l'importance du Mercosur, notamment pour le Brésil. C'est le cas de Carrefour. Carrefour, c'est le leader de la grande distribution en Europe, plus ou moins. Et au Brésil, c'est clairement le leader de la grande distribution. Nous, on travaille beaucoup avec eux parce que Carrefour, c'est l'un des principaux vendeurs de viande au Brésil, étant le principal distributeur. Et la viande, c'est le principal vecteur de déforestation au Brésil. Donc, on avait réussi à les faire s'engager sur les questions de déforestation. Ils ont bloqué des fermes dans leurs approvisionnements. Ils avaient commencé à l'annoncer publiquement. Donc voilà, il y avait des vraies avancées qui ont été mises en place. Ils ont été sollicités par la NSEA et au niveau français sur ces questions du Mercosur, et ils ont arrêté les petits volumes de viande issue du Mercosur qu'ils avaient. Ils ont souhaité faire une communication là-dessus. Ils ont eu un retour du bâton au Brésil avec quand même le gouverneur du Mato Grosso, donc un des principaux pays producteurs de soja et de viande au Brésil, qui a clairement dit voilà, on va faire du boycott de Carrefour, on va demander aux grands producteurs bovins brésiliens de ne plus fournir Carrefour. Et ça a été la une des journaux au Brésil pendant quasiment 3-4 jours. Les magasins n'avaient plus de viande au Brésil. Les magasins Carrefour au Brésil n'avaient plus de viande. Donc voilà, donc il faut savoir que c'est vraiment très fort ce qui se passe. Et vraiment, je pense que derrière, le Brésil, il a vraiment voulu, je pense aussi, montrer, l'agronégoce brésilien, parce que c'est quand même très puissant au Brésil, a voulu montrer en fait qu'on rigolait pas avec ces questions du Mercosur. Et quand même, le groupe Carrefour a dû faire un message d'excuse, quasiment, public, après une réunion avec le ministre de l'Agriculture brésilien, l'ambassadeur français,
et le PDG du groupe Carrefour. Par ailleurs, ce que je voulais dire aussi sur ces entreprises françaises qui participent à la déforestation à l'étranger, via leurs filiales, il y a aussi une réglementation européenne qui existe avec la loi sur le devoir de vigilance qui avait été développée, mise en place en France et qui veut être désormais mise en place au niveau européen, qui est aussi attaquée d'ailleurs, et qui est vraiment une façon de vérifier l'impact de ces entreprises françaises et de leurs filiales à l'étranger. Mighty Earth et différentes autres ONG, Envolver dont je suis le président, on a notamment attaqué le groupe Casino, qui était présent au Brésil et en Colombie, sur l'impact de sa filiale justement sur la déforestation liée au secteur bovin. Juste l'exemple de Carrefour, c'est intéressant parce que ça n'a pas empêché quand même Intermarché, après Thierry Cotillard, a annoncé la même chose, qu'il ne commercialiserait plus de viande venant des pays du Mercosur, il dit même d'Amérique du Sud de mémoire, dans les magasins donc Netto et Intermarché. Et qu'il ne les utiliserait pas non plus dans des produits transformés de ces marques distributeurs. Donc ça montre que, parce que finalement, c'est ce qu'on rappelait au départ, il y a une partie de ce qui est dans le futur accord Mercosur avec des droits réduits ou nuls, mais il y a aussi tout l'existant. Et c'est aussi très intéressant de voir comment, avec le débat sur l'accord de libre-échange, on vient finalement aussi impacter des échanges qui étaient existants et qui étaient un peu invisibles jusque-là. Vu qu'ils ne sont pas au Brésil, ils ont eu moins de problèmes que Carrefour. Ils sont moins vulnérables de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai l'impression qu'une partie un peu centrale dans les accords du Mercosur, ça va être la question autour des protéines. Et à la conférence qu'il y a eu précédemment aussi avec Point Réveil écologique, on avait parlé notamment des accords Blair House. Et du coup, je me posais la question, est-ce que l'Union européenne est même capable d'être en autonomie en matière de protéines, que ce soit pour la viande ou pour l'alimentation animale ? Est-ce que c'est envisageable même de faire au fur et à mesure se passer de plus en plus des marchés qui viennent du Brésil, etc., en matière de protéines. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est le moment, parce que après on va arriver au bout de la soirée. Oui, là, merci. Là, c'est une question, c'est sur ce qu'on sait des possibilités de substitution. Et parce que vous entendez, il y a un argument qui revient sans cesse, c'est de dire si on ne prend pas ce marché, les Chinois vont le prendre. Et donc, qu'est-ce qu'on sait du point de vue de la substitution ? Puisque, par exemple, sur le CETA, on sait que depuis 6 ans, le CETA qui s'est mis en place en 2017, c'est ça, on vient de faire une analyse sur 6 ans, et en fait, très peu de viande bovine est venue concurrencer la nôtre, parce que le Canada a été vendre sa viande bovine dans des pays où la réglementation justement sanitaire est beaucoup moins importante. Alors qu'est-ce qu'on sait dans notre cas à nous, Mercosur, d'autres pays, la Chine, etc. Quelles sont les possibilités de substitution ? Personne d'autre ? Oui, allez-y, c'était vous. Je ne sais pas si tu en avais parlé avant dans la conférence, puisqu'on est arrivé un peu en retard, mais... Non, mais... Désolée. En fait, je me demandais si... Pardon, j'ai perdu ma question. Non, je pourrais la poser tout à l'heure. Merci. Je ne sais pas si on a encore le temps, mais allez-y. Je suis content qu'on parle des protéines végétales. Alors, c'est principalement le soja qui est importé en Europe et en France. La France, on est un peu moins dépendant que d'autres pays, mais on est quand même très dépendant. Plus de 50% des protéines végétales, elles sont issues d'importation, mais peut-être moins que de pays comme la Hollande notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est de se voir que voilà, c'est exactement l'exemple de spécialisation qui a eu lieu au niveau agricole suite à ces accords Blair House et Dillon, je crois, qui ensuite ont amené l'Europe et la France à se spécialiser plutôt dans les céréales et dans la production de viande. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, quand on nourrit une vache ou des volailles, etc., on a besoin d'apporter de l'énergie et d'apporter des protéines. Et en fait, les protéines, elles viennent de l'importation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que de fait, les élevages industriels se sont spécialisés sur la Bretagne et sur le Pays de la Loire, qui sont très proches des ports d'importation justement du soja.
Et donc oui, une des solutions, c'est bien évidemment de développer l'autonomie protéique. Alors il y a la polyculture élevage, mais ça, on voit que les petites fermes sont un peu en train de disparaître malheureusement. Mais ce qu'on se rend compte surtout, c'est qu'il y a des élevages industriels qui sont complètement dépendants de ce soja d'importation, notamment la volaille et le secteur porcin, mais surtout la volaille qui est dépendant. Voilà, il y a quasiment, quand on mange 1 kg de volaille, on a à peu près 600 à 700 grammes de soja pour pouvoir constituer ce kilo de volaille. Mais il y a aussi l'élevage bovin lait qui est aussi très dépendant du soja parce qu'il est très industrialisé. Et malheureusement, on parle beaucoup de viande et de viande bovine, mais on mange quand même beaucoup de viande bovine qui sont en fait des vaches de réforme, c'est-à-dire des vaches laitières qu'on a tuées pour pouvoir en faire du steak. Voilà. Donc oui, c'est un vrai sujet. On va dire qu'il y a des secteurs qui sont plus facilement, je vais parler d'un point de vue technique, mais il y a des secteurs qui peuvent plus facilement se passer du soja d'importation. Mais le soja, c'est comme l'huile de palme, hein, c'est une plante superbe qui fait des protéines, sûrement les meilleures protéines, et qui en plus, si elle est bien cultivée, peut être très intéressante dans une rotation. Elle vient apporter justement de l'azote dans le sol, donc c'est aussi une super protéine. Et c'est vrai qu'il faudrait développer beaucoup plus le soja aussi et les protéines végétales en France. Mais on voit qu'il y a des systèmes qui ont été mis en place, donc des regroupements donc de secteurs justement sur la façade ouest qui font qu'on a du mal à se passer de ce soja d'importation. Il y a des exemples positifs, hein, notamment pour le comté dans le Jura ou les poulets du Gers qui sont quand même qui utilisent très peu de soja d'importation et plutôt du soja local. Mais on a du mal à se passer de ce soja d'importation. Plus de 3 millions de tonnes toujours qui vient d'importation. Ouais, pour compléter par rapport à ça, juste, en fait, la problématique de l'éleveur, donc c'est toujours un sujet de rentabilité, compétitivité. On a différents choix en fait pour donner des protéines à nos animaux. Pour l'anecdote, il y a eu des protéines animales dans le cadre de la vache folle qui étaient fournies il y a quelque temps aux animaux et qui sont toujours fournies dans un nombre d'États non européens, n'est-ce pas ? C'est d'ailleurs même plutôt la norme en dehors de l'Union européenne. Enfin, je sais pas, Marine est plus experte que moi là-dessus, mais donc c'est le premier choix. Bon, ça a été interdit, c'est sans doute une bonne chose. Hein. Et après, on a en fait différentes matières. On a des tourteaux de colza. On extrait l'huile du colza et puis par exemple on va prendre le tourteau qui est riche en protéines. On a aussi tout ce qui est luzerne. On va avoir du trèfle violet. Moi sur mon exploitation je cultive notamment du trèfle violet qui sont des protéines végétales pour donner à mes animaux. Il y en a plein d'autres. Donc en fait les protéines végétales il y en a plein qui peuvent être produites en France. Alors on se dit pourquoi est-ce qu'on fonce pas vers les autres protéines végétales que le soja? Et en fait c'est parce que quand on vient concentrer la ration des animaux, on a besoin d'un taux de protéines dans la matière qui est très fort. Et là c'est le soja en fait qui est le champion dans la matière. Et on ne le produit pas sur le territoire national pour 2 raisons en fait. La première, c'est que la France, c'est pas trop un climat à soja. Le soja a du mal à sécher. À la fin, il faut le toaster. Alors en termes d'énergie, c'est pas hyper vertueux d'ailleurs, mais en tout cas, il faut le sécher quoi. Et la deuxième raison, c'est que les rendements sont pas exceptionnels du coup, et surtout, il a une culture concurrente. Dans le cadre, c'est pareil, hein, c'est un peu d'agronomie, mais dans le cadre de sa rotation, en fait, l'agriculteur, il va mettre une culture, puis une autre, puis une autre, puis une autre. On va pas faire de la monoculture sur 1 hectare. On va varier. Et en fait, il y a une culture qui se porte plutôt bien en France, qui est le maïs. Et dans le cadre des rotations, en fait, classiques, je vais faire un blé, je vais faire un maïs, etc. Je vais faire un colza, un trèfle violet pendant 3 ans, etc. En fait, c'est soit du maïs, soit du soja, si vous voulez. Et vu que le maïs se plaît quand même beaucoup mieux dans notre territoire, et en plus a une rentabilité qui est bien supérieure à celle du soja, à la fin, on va produire du maïs et pas du soja. Donc c'est tout ça, en fait, qu'il faut prendre en compte pour comprendre pourquoi on ne produit pas du soja aujourd'hui de manière très à grande échelle en France. En tout cas, c'est ce que je voulais juste introduire en plus par rapport à ça. Et donc, juste pour l'anecdote, moi, du coup, j'utilise un peu de soja dans la ration de mes animaux. Et comme ça, juste, on va au bout du truc. Et moi, mes animaux, en fait, ils vont consommer du soja mes vaches vont vivre 10 ans à peu près, 8-10 ans. Elles vont consommer du soja sur les 3 derniers mois de leur vie à hauteur de 3% de leur alimentation. Donc voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. Et effectivement, je vais complémenter par d'autres protéines végétales. Mais à date, je ne me suis pas passée de ces 3% sur les 3 derniers mois de vie. Et moi, je vais essayer de faire une réponse un peu plus politique parce que j'ai vraiment pas les compétences en termes d'agronomie, mais
Loïc Kervran l'a un peu dit tout à l'heure, cet accord avec le Mercosur, il pose aussi la question du modèle d'élevage, enfin du modèle agricole qu'on souhaite sur nos territoires et encore plus du modèle d'élevage. Cette dépendance aux protéines végétales importées, on ne va pas la régler d'un coup de baguette magique, c'est sûr. En revanche, on pourrait faire des choix en termes de modification d'assolement. Tu l'as dit tout à l'heure, Anne-Cécile, on produit par exemple beaucoup de choses qu'on exporte vers d'autres pays et on vient atteindre d'ailleurs à la souveraineté de ces pays-là. On pourrait faire des choix. Alors quand je dis on, c'est le politique, hein, les pouvoirs publics pourraient décider d'un peu mieux planifier et de porter une vision un peu plus assumée du modèle agricole qu'ils ont envie d'avoir sur leur territoire, et c'est très vrai, pour l'élevage. Donc effectivement, ça nécessite plein de bouleversements en termes d'assolement, mais déjà d'avoir un début de projet, ce serait intéressant, et clairement ce projet, on l'a absolument pas aujourd'hui. Et sur la partie viande, c'est pareil. Là aussi, ça nécessite d'avoir un plan. On se demande si on est souverain en viande. Alors aujourd'hui, non, puisqu'on importe dans tous les secteurs de viande. On devient de plus en plus dépendant aux importations. En viande bovine, par exemple, en France, au pays de l'Aubrac, de la Salaire, on importe maintenant 30% de la viande bovine qu'on consomme. Et face à ça, on se dit, est-ce qu'il faut du coup conclure des accords de libre-échange pour sécuriser nos approvisionnements en viande, ou est-ce qu'on se dit peut-être que ce ne serait pas délirant de réduire la consommation de viande et vraiment d'inciter les consommateurs à réduire leur consommation pour recentrer cette consommation sur nos niveaux de production, nos niveaux de production français. Moi, je ne crois pas au miracle et je ne pense pas qu'on va se remettre à produire plus de viande pour toutes les raisons qu'Anne-Cécile a données tout à l'heure et parce qu'on a une population d'éleveurs vieillissante et donc il n'y aura pas de miracle en termes de rebond de la production. Mais du coup, il y a sans doute un intérêt à piloter effectivement une baisse de la consommation de viande pour privilégier celle issue de nos élevages bovins français et durables. Donc pour finir sur une touche d'espoir, sous l'égide de Marine Collier, on travaille à l'Assemblée nationale dans un groupe transpartisan qui va de la France insoumise jusqu'aux Républicains, justement sur essayer de trouver des consensus sur quel serait le modèle d'élevage durable, souhaitable pour notre pays. Et je trouve que voilà, le gouvernement a été censuré il y a quelques minutes. Mais dans ce contexte-là, c'est aussi des initiatives et une forme d'obligation que je crois, nous, on a parlementaires, de travailler au-delà des partis pour dire aussi où est-ce qu'on veut aller sur ces questions-là et quel est le modèle que nous, on considère le meilleur pour notre pays et pour le monde au-delà. Ah oui, sur la Chine. Moi, je peux tenter. Je vais vous faire une réponse complètement approximative. J'ai absolument aucune idée des effets de rebond possibles et des substitutions. Mais oui. Alors sur le Canada, c'est vrai que c'est le meilleur argument des défenseurs du CETA. Ils nous disent, vous voyez, vous avez vraiment agité des peurs pour rien. Vous êtes vraiment pénibles. Les militants anti-libre-échange. Effectivement, c'est vrai. Aujourd'hui, le Canada a d'autres pays que l'Union européenne et se tourne plus volontiers vers des clients comme la Chine qui ne lui demandent pas de structurer des filières sans hormones pour... et cette structuration est nécessaire pour aller vers le marché européen. En revanche, on sait que demain, si le marché chinois ferme, le Canada, en 2 coups de baguette magique, pour le coup, saura produire sans hormones. C'est ce que les États-Unis ont déjà fait, par exemple, et saura se tourner vers le marché européen pour bénéficier de ce beau quota qu'on lui a octroyé à droit zéro. Et sur les effets de rebond, ça va être très d'actualité avec l'arrivée de Trump. Une guerre commerciale va sans doute être menée. Du coup, on se pose déjà la question de ce qu'on va faire de produits qu'on exporte vers les États-Unis, de ce que le Brésil va faire des produits qu'il envoie aujourd'hui aux États-Unis, de ce que la Chine va faire des produits qu'elle envoie aujourd'hui aux États-Unis. Donc il va y avoir un bouleversement de ce marché mondial. Moi, je suis vraiment pas compétente pour vous dire à quel point on va pouvoir réorienter tel produit et dans quel volume. Je vais vous refaire une réponse un peu politique aussi, c'est qu'on se pose beaucoup la question là, à l'heure actuelle de comment on va faire, parce qu'il y a des vrais emplois, enfin des vraies questions d'emplois menacés par ces bouleversements-là, mais ça nous montre aussi que du coup ces emplois ils sont menacés parce qu'ils sont aujourd'hui dépendants du libre-échange et du coup
souvent, la réponse qui est envisagée là, par exemple, c'est du coup, il faut vite conclure un accord avec le Mercosur. Donc, on répond à ce problème lié par une dépendance au libre-échange, à encore plus de libre-échange. On remet une pièce dans le jukebox du libre-échange. Donc ça, c'est beaucoup plus facile à vous dire là ce soir qu'à faire, hein, mais ça nécessite aussi sans doute un petit changement de logiciel et ça nécessite peut-être d'essayer au moins de voir ce que donnerait une logique un peu plus protectionniste. Le protectionnisme, c'est vraiment un gros mot, on a du mal à l'assumer. Et pour autant, c'est un peu un passage obligé si on veut protéger notre souveraineté alimentaire, si on veut faire de la planification écologique. Mais voilà, donc il y a sans doute ça répond pas du tout à votre question, mais sans doute que ça vaut le coup de commencer à se poser ce genre de questions dans le contexte actuel. Je vais juste répondre je réponds toujours sur les questions quand on parle de la Chine, parce que c'est un argument qu'on utilise toujours sur ces questions-là. Et j'utilise un autre argument positif, comme ça on terminera sur une note positive, sur les questions de déforestation. Il y a eu 2 bons résultats sur les questions de déforestation. Ça a été ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la baisse de la déforestation en Amazonie liée au soja dans la fin des années 2000, et la baisse de la déforestation en Indonésie liée à l'huile de palme. Il y a eu une baisse de 95% de la déforestation liée à l'huile de palme en Indonésie, donc c'est pas rien, on en parle beaucoup moins, on parle souvent des mauvaises nouvelles, mais il y a eu quand même eu cette baisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je travaille sur ces questions-là, on nous disait toujours, vous la France, vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes tout petit. C'est la Chine qui drive tout, tout va se passer en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? On est encore plus petit sur l'huile de palme que ce qu'on est sur le soja, par exemple. Donc on est vraiment quasiment rien. C'était moins de 100 000 tonnes, 70 000 tonnes. Et malgré tout, la France, elle n'a même pas eu besoin de mettre une action en place. Il y a eu juste eu la potentialité qui est une taxe Nutella. Je sais pas, vous avez dû entendre parler de ça, la taxe Nutella. C'était évoqué par Ségolène Royal ou je ne sais plus quelle personne. Donc il y a eu cette possibilité qu'une taxe additionnelle, en tout cas qu'une régule, enfin je ne sais plus comment c'était exactement. Enfin, en tout cas, il y avait la possibilité d'une nouvelle taxe sur l'huile de palme. Et en fait, l'Indonésie a eu très peur d'un effet boule de neige. Et ils se sont dit, il faut qu'on soit quand même un peu plus sérieux sur l'huile de palme. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont demandé à tous leurs petits planteurs, bon, bien sûr, ce n'était pas que lié à la France, hein, il y a eu plein d'autres actions qui ont été mises en place, mais ça a été un déclencheur. Et ils ont demandé à tous leurs petits planteurs de se certifier pour qu'ils respectent la législation indonésienne. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ils ont mis en place une certification qui s'appelait ISPO, et ils ont mis en place ensuite un moratoire qui a d'ailleurs été issu du moratoire brésilien, et donc un moratoire pour ne plus déboiser notamment les tourbières qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Puis après, il y a eu plein d'autres actions qui ont été mises en place, de la transparence, etc. Et la déforestation a baissé. Donc en fait, il faut toujours relativiser quand on parle de la Chine et de l'impact d'autres marchés et des questions de flux. D'ailleurs, parce que c'est un argument qui est aussi utilisé par ceux qui sont en faveur de ce traité, c'est qu'en fait, il y a vraiment une notion de signaux de marché. Quand on envoie un signal de marché, on peut envoyer un signal de marché positif. Et quand l'Europe envoie un signal de marché positif, ça peut être suivi par le UK, l'Angleterre, ça peut être suivi par les États-Unis. Et donc ensuite, quand il y a suffisamment de marchés qui vont dans une même direction, et qu'il y a des grands groupes en plus qui sont, eux, internationaux, qui vont aussi dans cette direction, ça peut permettre d'aller dans une direction et la Chine qui va suivre, en fait, plutôt qu'autre chose. Et d'ailleurs, sur les questions de déforestation, pour terminer là-dessus, désormais, c'est la Chine qui va voir le Brésil et qui dit on veut du zéro déforestation, zéro conversion. Ils ont demandé ça. Depuis mes collègues, ils ont dit ouais, c'est incroyable, maintenant la Chine demande ça. Donc voilà, donc, la Chine, on fait souvent miroiter la Chine, parce que c'est un chiffon rouge, c'est qu'elle veut dire. Et en fait, c'est pas toujours dans le même sens. Voilà. Il faut savoir qui c'est qui dit aussi cette information. C'est-à-dire que souvent, on dit la Chine va... Enfin bon, c'est juste la parenthèse que je voulais donner pour que... Il y a des fois des bonnes nouvelles. Et l'huile de palme, il y a moins de déforestation, sauf qu'il y a un nouveau président et ça risque de changer en Indonésie. Merci pour cette note et ce trait d'esprit final. Merci beaucoup à tous d'être venus nombreux ce soir. Il y aura un replay normalement de la soirée qui sera disponible dans quelques jours. Et puis, on vous donne rendez-vous pour des nouveaux événements à la rentrée. On n'a pas encore tout planifié sur la suite, mais on vous invite à suivre notre newsletter et puis la communication de l'Académie du climat pour savoir les prochains rendez-vous. Merci à tous les intervenants. Merci à Marine aussi pour la co-animation. Voilà, j'espère qu'on a répondu à la majorité de vos questions et on se tiendra informé sur la suite.